Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Donc c'est notre troisième webinaire. On a fait le premier concernant la méthode, le deuxième concernant la gestion de crise dans des milieux ultra sensibles avec Pierre Sens, et on revient pour le troisième avec Jean-François Febvre, qui est un ancien gendarme spécialisé dans l'investigation, pour parler de la preuve. Et c'est vrai que la question se pose si une enquête interne, est-ce qu'elle est opposable, pas opposable, est-ce que c'est une preuve, quelle preuve on intègre dans l'enquête interne. Et c'est un petit peu le nerf de la guerre, donc c'est ça qui compte qui compte le plus. Hop, on va, voilà. Et donc, pour que cette preuve puisse être effectuée, donc on est accompagné de Jean-François Febvre qui est ici, qui peut se présenter peut-être prendre rapidement en quoi notre duo peut être intéressant pour vous. Bonjour, moi je m'appelle donc Jean-François Febvre. Je suis aujourd'hui enquêteur privé. J'ai un passé de 30 ans en gendarmerie, à la fois enquêteur, manager, directeur de services d'investigation et de sécurité publique. Et de ma dernière année d'exercice à la section de recherche de Strasbourg, j'ai réalisé 30 enquêtes internes sur l'Alsace. Ouais. Donc nous, on a fait plus de 20 enquêtes internes ensemble aujourd'hui, donc du coup, on commence à avoir un peu de recul. Voilà, c'est ce qu'on voulait partager avec vous, et on considère d'ailleurs en tout cas que la notion de preuve, c'est un élément très 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 important. Bonjour à tous, il y a encore des personnes qui arrivent. Pardon, hop, justement, excusez-moi, comme ça je fais rentrer les personnes de la salle d'attente. Voilà. Donc bonjour aux derniers arrivants, et donc on parlait de la preuve aujourd'hui. Euh, et donc toute la difficulté que l'on peut avoir, c'est que cette notion de preuve, elle est à la fois l'enquête interne en tant que telle, le rapport d'enquête interne, le dossier doit être opposable et constituer une preuve, et à la fois l'objet de l'enquête interne, c'est d'aller chercher des preuves. Donc la preuve, on voit bien c'est une chose qui est extrêmement centrale dans nos sujets, et qu'il faut traiter avec la plus grande rigueur possible, parce qu'il n'y a pas pire qu'une enquête interne qui ne soit pas opposable, donc qu'elle ne soit pas constitutive d'une preuve. Oh, pardon, je vais entrevoir des gens. Qui ne soit pas constitutive d'une preuve au niveau de la justice, au niveau de l'inspection du travail, au niveau d'un certain nombre de parties prenantes, même en termes de management. Si une enquête interne est contestée, c'est tout le management qui peut être déstabilisé. L'inspection du travail peut revenir en disant attendez, votre enquête interne ne correspond pas, elle ne peut pas être constitutive d'une preuve. Et à la fois, comme je disais, une preuve, et c'est ce qu'on va chercher dans une enquête interne. Alors, la première chose qu'il faut bien voir là-dessus, c'est qu'une enquête interne, et on a souvent de la confusion entre enquête interne et enquête RPS, on l'a vu dans le premier webinaire, et souvent, et ça nous arrive que les inspections du travail confondent un petit peu les deux. Voilà. Donc une enquête RPS, elle va chercher des perceptions, elle va chercher des conciliations vie privée, vie professionnelle, elle va chercher un certain nombre de points de niveau psychologique, de santé mentale, mais elle ne va pas, et c'est pas son métier, c'est pas son objet d'aller chercher des faits. Nous, c'est les faits qui nous intéressent, uniquement les faits, et je suppose aussi que pour de nombreux directeurs juridiques et des RH, c'est aller chercher ces faits-là. D'un autre côté, ce n'est pas une enquête de police. Alors une enquête de police, c'est particulier puisque ça, c'est réglementé par la législation. L'enquête de police judiciaire ou administrative a un vrai carcan. Aujourd'hui, l'enquête interne en entreprise ne l'a pas. L'enquête interne, l'enquête de police permet un certain nombre de moyens, de mise en œuvre de moyens de coercition, garde à vue, perquisition, réquisition. Enfin, tout ça est un intérêt. Elle n'est pas une enquête de police, néanmoins, on s'appuie quand même sur des méthodes qui sont tirées de l'enquête de police. Alors, on l'avait vu déjà dans un premier temps, notamment si on va à l'étranger, eh ben, les autorités de régulation dans nos domaines d'éthique des affaires, elles vont vérifier quand même que cette enquête interne présente des caractéristiques d'enquête de police.
Donc il faut être attentif à ça et il ne faut pas dépasser cette limite et avec la conciliation avec le droit pénal. Elle n'est pas non plus une enquête interne, une enquête de coach, comme je le vois très souvent, où là on va être dans un manque de compétences qui est très important. En revanche, et c'est toute la difficulté du mot dire qu'est-ce qu'un fait. Et donc nous, ce qu'on va chercher, c'est à recouper ces faits, à les rendre cohérents. Alors les faits, ils sont ce qu'ils sont. Normalement, on essaie de les recueillir assez rapidement. C'est toujours un peu compliqué quand on débute une enquête interne, sauf si elle est réglée immédiatement. On va chercher le fait. Le fait, si derrière il est conforté et recoupé, on pourra le coucher dans le dossier. Donc c'est vraiment un processus qui va rentrer à la fois d'aller recueillir les faits pour atteindre ce qu'on appelle la vérité. Et c'est ça toute la difficulté de la chose. Et donc c'est cette vérité qui va être une sorte de preuve qui va arriver. Et là, on a aussi une difficulté, c'est la qualification de ces faits, ce qu'on appelle le fait juridique. Et notamment, par exemple, en harcèlement moral, on a des définitions différentes entre le droit social et le droit pénal qui est lié à l'intention. Donc l'intention, en droit pénal, il faut l'élément moral. L'élément moral, c'est l'intention du mis en cause, c'est-à-dire que je veux le harceler. En droit social, ça ne l'est pas du tout. Donc c'est la vraie différence, il est beaucoup plus simple de qualifier du harcèlement moral en droit social qu'en droit pénal. Donc, par exemple, si on prend une enquête RPS, quelqu'un peut se considérer, et ça sera sa perception, qui est de dire je suis en situation de harcèlement moral parce que c'est ma perception, sauf qu'il n'y a pas forcément de fait, et ça nous arrive souvent, précis, recoupé, qui rentre dans un contexte, qui rentre dans un argumentaire, un moyen, pour pouvoir l'établir. Et donc là, on rentre dans une autre dimension vis-à-vis de cette personne pour bien expliquer que ces faits ne sont pas caractérisés pour le faire. Alors, le harcèlement moral, c'est vraiment le type d'infraction qui est compliqué à qualifier. Le harcèlement moral, c'est souvent de la perception, même si la définition est simple, hein, elle est quasi identique en droit social qu'en droit pénal. C'est des gestes, des paroles, des comportements qui perturbent les conditions de travail, mais qui sont répétés. Alors on dit toujours répéter, c'est 2 fois. Globalement, il faut que ce soit un petit peu plus, quoi. Donc 3, c'est l'idéal. Et puis en plus, ensuite, la perturbation ou les problèmes dans les conditions de travail de la victime, bah, ils sont définis, dans la loi. Et puis, il y a un autre point dont lequel il faut être très attentif, notamment dans une enquête interne, c'est que le harcèlement moral, quelquefois, il y a une cause derrière le harcèlement moral. Ça peut être la corruption. Ça peut être un pacte de corruption où la personne ne rentre pas dans le système ou est sortie du système. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que dans la corruption, souvent la dénonciation vient des gens proches. L'épouse, c'est l'affaire Cahuzac notamment, où c'est son ex-épouse lors du divorce qui l'a dénoncé. Donc on voit que dans ce système-là, l'harcèlement moral n'est à la rigueur que la partie de l'iceberg émergée, et que derrière il peut avoir d'autres causes et c'est important aussi de bien identifier cela avec un risque majeur qu'on a vu quand ça a été fait une enquête interne par des gens qui sont de culture psychologique. Bah, c'est qu'ils vont commencer à parler de corruption, de les qualifier, et là on peut rentrer dans des systèmes d'enquête pénale assez complexes, et il faut être très attentif à ça, à bien maîtriser les contours de l'enquête interne. Et c'est pour ça que, en tout cas, nous, on a toujours essayé d'être très attentifs à ça, et nos enquêteurs sont aussi formés par nos soins de façon très importante là-dessus. C'est que pour mener une enquête interne, il faut un certain nombre de compétences. Et là, peut-être que tu peux nous Alors, dire. en termes d'entretien, l'idéal c'est de le mener au moins à deux. Alors, ça c'est la culture policière qui fait que on est au moins deux. Alors, au moins deux, si jamais vous allez déposer plainte dans un commissariat, dans une gendarmerie, vous n'avez pas forcément deux enquêteurs face à vous. Néanmoins, deux, ça permet de relancer, de travailler, de réfléchir aussi sur les propos qui sont allégués. L'idéal aussi, alors bon,
c'est pas forcément le cas, mais si l'idéal c'est d'avoir la personne, surtout sur des problèmes de harcèlement sexuel, c'est d'avoir une personne du même sexe. C'est pas forcément obligatoire. Si on a la connaissance de l'entretien, la connaissance de mener ce type d'entretien, néanmoins, deux, c'est l'idéal. On peut aller à trois, hein, sachant que, alors là, je parle des enquêteurs, et en face à vous, vous avez une ou deux personnes. Hein, vous pouvez inviter. Alors nous, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on invite les gens à être accompagnés s'ils le souhaitent. Ça ne nous pose aucun problème. Et donc, en tout cas, nous, nos enquêtes internes, elles sont menées sous l'égide de l'avocat. On est en train de créer le statut d'avocat enquêteur au barreau de Lyon. Il faut un certain nombre de compétences liées à l'avocat pour le faire. Et ces compétences, bien sûr, il faut qu'elles soient un petit peu généralistes. Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un avocat qui connaît bien le social, parce que c'est bien de faire l'enquête interne, mais si vous n'avez pas de compétences en droit social, il y a tout un droit disciplinaire qui est en jeu, il y a un droit, ce que j'appelle de la gouvernance, qui arrive, il peut y avoir d'autres impacts, notamment liés à la fraude ou à la corruption. Donc c'est très important aussi en termes de droit d'être assez généraliste, mais aussi avec de justifier sa compétence dans un domaine très particulier. Et puis, on a un deuxième aspect, c'est le droit administratif, c'est-à-dire savoir quels sont les pouvoirs d'un inspecteur du travail, parce que ça peut être un interlocuteur dans le cadre d'une enquête interne, les pouvoirs de l'AFA, de l'autorité de la concurrence, là aussi, ou du parquet national financier. Il faut cette culture juridique de façon très importante. Et puis bien sûr ce qu'on appelle le droit pénal. Et puis j'ai rajouté le droit de la communication parce que par exemple un des cas assez intéressant qu'on peut avoir, c'est la liberté d'expression au sein de l'entreprise. Donc, est-ce que c'est la diffamation? Est-ce que c'est la dénonciation? Est-ce que voilà. Donc tout ça, c'est important d'avoir cette compétence juridique pour pouvoir aborder. Attention, le droit n'est pas une finalité, hein, c'est un moyen, mais il faut avoir au moins ce socle très important. Et dans un troisième temps, euh, c'est l'humain et le contexte. L'humain, ça veut dire qu'aussi il faut des compétences en termes de management, en termes de dialogue social, en termes de ressources humaines. Euh, parce que si vous arrivez, vous ne connaissez pas le mode de fonctionnement d'une entreprise, comment elle est organisée, il y a tout plein de principes qui arrivent et que dans le cas de certains documents, notamment en harcèlement ou d'autres, il y a le principe de loyauté. Donc que signifie le principe de loyauté du manager vis-à-vis de l'employé vis-à-vis du manager? C'est des points très importants. On a parlé tout à l'heure de la psychologie, c'est pareil. La psychologie, nous on a été formés en psychologie, mais ce n'est pas non plus une finalité pour nous, mais de bien connaître les biais, que signifie une perception, ce que signifie un comportement déplacé. Ça fait partie aussi de cette culture générale, et puis bien connaître les fonctions. Hein, si vous faites une enquête interne et il y a un délégué syndical ou un membre du CSE, il faut savoir quel est le rôle du CSE, quelles sont les difficultés du délégué syndical, les difficultés du directeur des ressources humaines. Donc c'est vraiment un ensemble comme ça qui permet de trouver un point. Juste peut-être en 30 secondes, l'aspect du duo et de l'avocat, quand on dit 3 ou 2, ce qui est important, c'est que souvent, si l'enquête interne est à charge, c'est bien que la personne en face soit accompagnée aussi d'un avocat. Si c'est à charge et à décharge, le fait d'être deux, c'est vrai que ça le permet. On peut considérer d'ailleurs qu'il y a il y a une balance qui n'est pas forcément faite, mais si vous faites bien votre travail là-dessus, c'est pas un sujet. Et la personne en face, dans son invitation à parler, il faut bien lui indiquer qu'elle peut venir avec la personne qu'elle souhaite. Et donc, pour rechercher des faits, il faut une méthode. Parce que si vous allez chercher des faits et sans avoir prouvé votre méthode, il est quasi impossible, sauf si c'est de l'évidence, mais ça c'est un autre sujet quelque part, que votre rapport soit considéré comme une preuve et donc opposable vis-à-vis des juges et qui ont un pouvoir discrétionnaire hein, de considérer si votre enquête interne peut être une preuve ou pas. Si votre enquête interne ne correspond pas à une méthode, il peut très bien dire je ne la retiens pas, et ce qui peut engager la responsabilité à la fois des enquêteurs internes et qui peut mettre à mal le dossier de façon très 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 importante. C'est pareil, c'est attention, un rapport d'enquête interne, on peut donner un certain nombre d'éléments ou pas en justice
ou au prud'homme un certain nombre d'éléments, mais il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Il y a un arrêt assez récent de la Cour de cassation où l'employeur n'avait pris que les éléments qui l'intéressaient et pas d'autres éléments. Donc il faut quand même assez faire attention et être respectueux de ce qu'on donne. Et donc pour cela, dans cette méthode, elle est assez simple, c'est ce que j'appelle du droit de la compliance. Donc plein de gens n'aiment pas le mot compliance, mais il a l'avantage, ce droit de la compliance, d'apporter le respect des principes généraux du droit. Et donc, ils sont assez simples, hein, c'est la loyauté, la proportionnalité, la transparence. Même en tant qu'avocat, nous on parle de la délicatesse, donc c'est un point aussi très important. La probité, c'est-à-dire c'est éviter toute forme de conflit d'intérêts à l'intérieur. Et ça, c'est des principes généraux du droit qui sont très importants à respecter pour démontrer que on est allé chercher des faits, on a pu recouper pour pouvoir arriver. Ensuite, peut-être, c'est identifier un référentiel éthique. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir un code de conduite qui est intégré à un règlement intérieur dans lequel on va dire j'interdis le harcèlement sexuel ou j'interdis la fraude. Et à partir du moment où j'ai un seul fait qui arrive, où j'ai dépassé de 20 euros un cadeau, et ben, je vais sanctionner. Donc ça, c'est pas un référentiel éthique. Il faut être attentif qu'un code de conduite, il doit être large, il doit correspondre à sa cartographie des risques, mais il doit donner un certain nombre de latitudes dans laquelle les enquêteurs ou les directions de ressources humaines, hein, suivant les cas, peuvent mener leur propre enquête pour pouvoir le faire. Mais il faut bien identifier ce référentiel éthique qui se construit au fur et à mesure et qui correspond à la culture de l'entreprise. Ensuite, le fait de ne pas aller trop vite. Bah, pas aller trop vite, effectivement, c'est essayer de prendre du recul systématiquement sur les éléments qu'on recueille, qu'ils soient écrits, qu'ils soient verbaux, qu'ils soient numériques. Il faut bien les analyser. C'est ce qu'on fait habituellement. On regarde tout ce qui est avant d'engager. Ensuite, le plan d'enquête qui est souvent fait à partir des éléments les éléments initiaux qu'on a recueillis auprès du client. C'est le contexte général, c'est l'organisation, c'est les informations que l'on nous donne initialement, et petit à petit, bah, c'est de se dire par qui on va commencer, comment on va commencer, pour petit à petit recueillir les faits les plus expressifs possibles, en toute objectivité, ce qui est assez compliqué, qui nécessite effectivement une réelle méthode. Donc il faut avoir une certaine expertise qui n'arrive pas du jour au lendemain. Hier, j'ai eu une discussion assez intéressante, notamment sur la recherche d'infractions liées aux droits humains dans des groupes de luxe, notamment faits par des enquêteurs. Et donc, actuellement, il y a des gens qui proposent cette solution et qui se fondent en disant, nous, on est des grands experts du mensonge. On sait identifier un mensonge. Bon, au-delà je souris, je ne suis pas très délicat, on va dire, sur ce point-là, mais en fait, quand vous allez faire une enquête interne, bah, il peut avoir du mensonge, hein. D'ailleurs, on précise toujours au début d'une interview, d'une invitation à parler, que les témoins, notamment, sont protégés, à condition d'être de bonne foi. S'ils sont de mauvaise foi, on explique bien ce que signifie la mauvaise foi, ils pourraient faire l'objet de poursuites. Mais ce qui compte, c'est que aller chercher des faits, c'est un ensemble de circonstances, de comportements, pour aller chercher quelque chose. Le mensonge, bien sûr, il peut faire partie, ça peut être par omission, mais ça c'est aussi le travail des enquêteurs internes de bien d'identifier cela. Euh, pardon. Et donc, au fur et à mesure de l'enquête interne, la possibilité que l'autre mente de façon à nuire, de façon éhontée, diminue. Parce qu'on va aller dans une précision, on va se baser sur ce qui a été dit par une autre personne. Et donc ça, c'est très important. Et ça, c'est tout l'art de Jean-François qui est ici, dont c'est le métier. Bon, le mensonge, effectivement, on peut potentiellement le ressentir par expérience. Néanmoins, il faut toujours faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un dispositif qui soit suffisamment, suffisamment long et organisé pour permettre à la personne, de toute façon, d'évoluer si besoin. Et ce que ne fait pas une enquête judiciaire.
Ensuite vient le moment de l'analyse des documents. Alors l'analyse des documents, c'est s'organiser. Alors l'organisation, effectivement, c'est sans IA, hein. C'est prendre toutes les pièces. Alors, on fait soit du logique, soit du chronologique. Le chronologique est souvent plus simple. De toute façon, c'est le timing qui le nécessite. C'est faire l'analyse documentaire. L'analyse documentaire, c'est qui nous donne les documents, la direction, le CSE, les syndicats, les signalants, alors entre guillemets victimes, les mises en cause, les témoins, et en faire une analyse, c'est-à-dire en extraire les faits, alors, toujours, hein, en étant le plus factuel possible, pour les faire ressortir à terme dans le rapport de synthèse. Je vous disais, la chronologie est essentielle. Et ça, il faut avoir un timing qui est indiqué, donc peut-être faire une analyse chronologique, et puis identifier toutes les personnes, tous les protagonistes du dossier. Donc ça, c'est à partir de l'organigramme qui est communiqué par le mandant. On a normalement initialement les signalants. Nous, on essaie d'entendre le plus rapidement possible les mises en cause. Et ensuite, c'est toute la rafale de témoins, sachant qu'à chaque fois qu'on entend quelqu'un, on lui laisse la porte ouverte à une orientation vers d'autres témoins, d'autres personnes mises en cause. Donc il peut arriver que des personnes refusent de témoigner. Alors c'est extrêmement rare. Par contre, ça peut arriver que des mises en cause ne souhaitent pas parler. Donc ça peut arriver, mais on sait bien qu'en droit administratif, ce sera un manquement vis-à-vis au principe de loyauté. Il n'y a pas encore eu d'arrêt là-dessus dans le monde privé, mais c'est vrai qu'on peut retenir le fait que celui qui ne veuille pas parler a peut-être créé les conditions de sa propre perte. Donc il faut que voilà. Mais par contre, ça reste son droit. Nous, on n'est que dans le domaine de l'invitation. Il faut le faire. Ce qui nous est arrivé aussi, c'est qu'un signalant ne souhaite pas parler. Mais à la fin de l'enquête, il s'avérait que ce signalant était concerné par du harcèlement moral. Donc ça, c'est de lui-même qu'il le faisait sur les autres. Donc ça aussi, c'est que des stratégies, mais c'est en général, à 90%, les gens viennent nous parler. Et il est important aussi que le caractère indépendant de l'enquête, et qu'on rassure l'ensemble des parties prenantes, c'est que il appartient aux enquêteurs de choisir de qui ils vont parler, pas parler. Et puis ça ne veut pas dire que si on a 60 personnes à entendre, qu'il faut entendre tout le monde. Ça appartient d'abord aux enquêteurs, puisqu'à un moment donné, nous, on arrive ce qu'on appelle sur la saturation de données dessus. À la fin, bon, on interroge les gens peut-être que 20 minutes, et au début, c'était 2 heures, pour définir si les preuves sont réelles ou pas réelles. Et puis, entendre tout le monde, ça n'a pas de sens à un moment donné, et on se perd. Donc c'est vrai que ça fait partie du plan de l'enquête. Néanmoins, toute personne qui souhaite être entendue est entendue. Alors, elle peut être entendue directement en visu, présentiel, en visio. On peut poser des questions. Elle peut intervenir à tout moment, par tout moyen. Ça, c'est essentiel pour que l'enquête soit toujours la plus objective possible. Il y a un point très important aussi qu'a dit Jean-François au début, c'est que nous, dans l'analyse des documents, nous ne les mettons pas et nous nous engageons à ne pas les mettre dans l'intelligence artificielle. Tous nos documents, même les interviews, parce qu'on les retranscrit, c'est un enquêteur qui les relit et qui en fait un résumé. Il est formellement interdit pour nous, et c'est vraiment dans nos prestations et ce qu'on offre, de le mettre dans l'intelligence artificielle. Ça appartient à l'enquêteur, ça appartient à la discussion, à la méthode de le faire. Il n'est pas acceptable qu'on puisse, d'abord avec des risques que l'information aille à l'extérieur, sur des sujets ultra sensibles, qui peuvent concerner aussi le secret des affaires, que ça le fasse. Ça fait partie de l'enquêteur et de son travail de tout relire là-dessus. On verra à la fin que nous utilisons de l'intelligence artificielle, mais dans certaines conditions. Oui, puis l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle n'arrive pas à faire émerger du factuel dans les entretiens, dans les annales, dans les documents, etc. En fait, ça reste toujours du résumé ou de l'enrobage, et on n'est pas, peut-être que ça arrivera, mais on n'est pas encore sur une intelligence artificielle qui soit au même niveau qu'une intelligence humaine. On a vu que dans
nos, nos webinaires, à quel moment on déclenche une enquête interne ou pas. On est souvent en enquête interne quand c'est évident, il n'y a pas besoin d'une enquête interne. Il n'y a aucune obligation là-dessus. On peut faire aussi des enquêtes internes euh, au sein des groupes, à condition d'éviter le conflit d'intérêts. Hein. C'est toujours très difficile et délicat, mais quand on doit l'externaliser, ça peut donner un certain nombre de garanties. C'est la zone grise. Et donc, ce qui est très intéressant, qu'au-delà de l'analyse des documents, on peut toujours avoir des outils, ce qu'on appelle OSINT, d'analyse de mail qu'utilisent les autorités de régulation, le parquet national financier. Mais ce qui est très intéressant, c'est le témoignage. Or, tout le droit de la preuve, ou le droit à la preuve, fait que le témoignage a toujours été considéré pendant longtemps par la doctrine comme une demi-preuve, et qui, force de demi-preuve à demi-preuve, elle devient une preuve. Et le fait de pouvoir, nous, ce qu'on fait, c'est la retranscription la plus cohérente, la plus complète possible, la plus précise possible, de façon à ce que cette demi-preuve devienne une preuve. Et donc ça, c'est très intéressant. Tu peux peut-être en parler 2 minutes, parce que c'est ce que tu as amené. Ce que je faisais auparavant, lorsque je faisais de la police judiciaire, c'est que on entendait quelqu'un, seul ou à plusieurs, et on faisait de la synthèse de propos. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de la retranscription intégrale de l'entretien. Et ça, pour moi, c'était une vraie frustration, parce qu'à la fin, quand vous entendiez quelqu'un, globalement, on devait l'entendre pas plus de 4 heures, sauf si on était dans une phase de garde à vue. Et bien, la personne devait ou pas, hein, d'ailleurs, parce qu'on a le droit de ne pas signer, mais devait signer à la fin le PV. Et il n'y avait pas forcément d'évolution possible. Ce qu'on a proposé, ce qu'on a mis en place, c'est aujourd'hui la retranscription intégrale, le renvoi. Alors, sachez qu'une heure, c'est 30 pages. Le renvoi à la personne qui a été entendue, qui relit, qui l'a fait évoluer si nécessaire. Et on prend en compte au fur et à mesure. Alors, effectivement, la personne qui passe du blanc au noir sur, la lecture de la retranscription, on va se poser des questions parce qu'on va le vérifier quand même. Mais on verra l'évolution. L'évolution signifie quelque chose. Pourquoi dans sa déclaration initiale, il y a une transformation avec ce qu'elle nous repropose par la suite. On peut la réentendre. Enfin, de toute façon, c'est très évolutif. Et donc, on a le temps et elle signe normalement à l'issue la relecture et de la transformation de la retranscription, parce que globalement, elle veut peut-être préciser un certain nombre de choses. Ça, on ne le faisait pas avant. On le faisait éventuellement sur un dossier important, parce on avait récupéré des preuves qui mettaient en doute la première déclaration. Mais ça, c'est franchement un gage et une sécurité pour tout le monde. Et alors c'est vieux comme le monde, j'allais dire, de l'Antiquité, en commençant par Aristote, c'est que c'est vrai que on peut avoir 10 témoins d'une scène et en fait un seul est correct. Marc Bloch a écrit dans sa revue critique historique aussi sur ces sujets-là. Donc c'est aussi appartient aussi à l'enquêteur, à son savoir-faire, à son savoir-être, de pouvoir identifier si ce témoignage est cohérent ou pas cohérent à l'intérieur. Alors on peut se retrouver avec des témoignages qui soient cohérents parce qu'il y a eu arrangement auparavant des uns et des autres, c'est-à-dire qu'on s'est préparé à l'entretien. Ouais, c'est possible. Si ce n'est que bon, avec l'expertise qu'on a petit à petit, on arrive, au-delà de le ressentir, on arrive à faire douter les personnes qui déclarent la même chose, le témoin qui va appuyer d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est important parce que effectivement, il peut y avoir des tentatives de manipulation de part et d'autre, évidemment. Donc nous, il y a des choses aussi, bon, faut être attentif à la mauvaise foi, le recoupement, on ne fait pas de témoignage de groupe, ça n'a pas de sens, on n'a pas de questionnaire. On a eu des questions, et certains, j'ai vu aussi psychologues qui font en enquête interne, notamment en coach, qui considèrent que le principe de contradictoire, c'est de poser la même question pratiquement dans le même ordre à chacune des personnes. Donc d'abord, le principe contradictoire ne s'applique pas complètement à l'enquête interne. Il va s'appliquer au niveau des prud'hommes. Par exemple, on peut très bien avoir dans une enquête interne ne pas interroger le mis en cause s'il y a une question de danger où les choses sont évidentes. Donc ça, il faut être très attentif. Et puis après, ça appartient aux enquêteurs d'être à charge et à décharge, de laisser vivre, j'allais dire, leur méthodologie, leur instinct,
de façon très précise, de bien revoir les choses pour pouvoir le faire. En fait, dans l'entretien, on mène un entretien, si ce n'est qu'au départ, on laisse parler les gens. Et c'est très compliqué quand on n'a pas l'habitude de laisser parler les gens et de se dire, de ne pas poser les questions qui sont souvent des questions fermées. Il ne faut pas être dans la question fermée. Au moins initialement, si on fait des questions fermées, c'est vraiment pour faire de la confirmation. Euh, on discute avec quelqu'un et c'est pour ça que parfois ça dure peut-être un peu longtemps. C'est parce que aussi le témoignage, un témoin qui soit du signalant, du mis en cause ou de la personne ayant assisté ou ayant entendu, c'est de permettre d'être un exutoire psychologique, de se livrer à quelqu'un que cette personne ne connaît pas forcément. Mm. D'ailleurs, ça a une valeur très importante en termes de management. Les gens qui ont pu parler, les victimes aussi, c'est un point très important. Alors là, je voudrais juste revenir 30 secondes sur l'aspect du duo. C'est-à-dire qu'il faut que le duo soit un petit peu, alors pas complice, mais qu'il y ait une certaine confiance dans le duo. Et la plus grande difficulté d'un avocat, c'est se taire. Cette partie-là du témoignage à l'interview, c'est l'art, c'est l'expérience de Jean-François. Nous, bien sûr, moi j'ai travaillé 20 ans dans une entreprise, on a une culture, j'ai fait de la gestion de crise, mais c'est un métier. Voilà, donc il faut savoir le faire. On a d'ailleurs beaucoup discuté avec ça avec un médecin spécialiste des biais cognitifs, qu'on a fait aussi intervenir dans certains cas extrêmes. L'art de savoir poser des questions au bon endroit, au bon moment, d'éviter le conflit, parce que des fois ça sert à rien, ou le faire, mais vraiment à la marge, c'est vraiment un savoir-faire très important. Et puis on a pratiquement fini, on a la retranscription et l'intelligence artificielle, je vous en parlais tout à l'heure. Donc nous, on a toujours pris cette option-là d'être précis, non contestable, cohérent. D'autres pratiques existent, du style la retranscription, c'est un PV, enfin un PV, c'est un résumé qui est donné tout de suite, surtout quand il y a un seul enquêteur qui est donné tout de suite après l'entretien. Nous, on a toujours une période de 8 jours où on doit retranscrire et la personne peut remettre d'autres documents derrière et c'est très important parce que ça c'est une expérience inconnue notamment avec les juges. Non, la vraie difficulté, vous discutez 3 heures, alors discuter où on vous fait parler pendant 3 heures, 4 heures, voire au-delà potentiellement. À la fin, vous en avez ras-le-bol, vous voulez partir, et on va vous faire relire l'ensemble du document que normalement vous devez signer. Ça, c'est très contraignant et ça incite, alors celui qui veut, qui veut partir rapido, s'il va signer sans forcément relire, d'où l'intérêt maintenant peut-être d'avoir un avocat quand on se retrouve en garde à vue ou qu'on est entendu par les services d'investigation. Nous, on ne veut pas en arriver là, c'est-à-dire que à l'issue de l'entretien, on se remercie, on demande si ça s'est bien passé, on indique à la personne qu'on va lui renvoyer la retranscription, pas forcément immédiate, d'où l'intérêt de l'IA. Alors l'IA, elle est en marge, hein, c'est-à-dire que tout est relu. L'IA peut faire des erreurs, hein, il n'y a aucun outil aujourd'hui qui est ultra précis, sachant que ça nous fait gagner un petit peu de temps, parce que effectivement 1 heure, c'est 5 à 6 heures de retranscription, donc c'est extrêmement long, c'est extrêmement usant. Et quand vous avez entendu, comme un dossier qu'on a actuellement 30 personnes et que vous en avez 20 ou 30 heures à retranscrire, vous avez besoin d'outils. Alors l'outil, il faut qu'il soit souverain, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça parte dans la nature, il faut une certaine confidentialité. Et donc, dans notre cahier des charges, il y a un refus de l'IA de ce qu'on appelle capitaliser, hein. C'est-à-dire qu'elle est à la fois c'est une IA audio, donc spécialisée en français, parce qu'on a beaucoup d'expressions dans nos témoignages en français avec un certain nombre d'accents, et donc elle refuse de capitaliser, et bien sûr on est au niveau des normes de santé pour éviter que ça parte dans la nature. Et la deuxième, c'est une IA textuelle, c'est-à-dire que de regarder si les mots sont cohérents les uns avec les autres, si on peut rentrer les noms propres, ce qui nous fait gagner énormément de temps et qui coûte moins cher aux clients. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que d'autres pratiques aussi ont lieu, c'est-à-dire que certains avocats notamment ne communiquent pas les témoignages, les gardent pour eux et considérant que c'est confidentiel, que ça peut libérer la parole. Nous, c'est pas notre cas.
On a considéré, on le dit bien, qu'à partir du moment où on parle, il faut libérer la parole. Bah, l'autre a aussi le droit de se défendre à un moment donné. Donc c'est normal de pouvoir le faire. Après, c'est à nous d'assurer la sécurité, cette libération de la parole dans ce cadre-là, et éviter que les gens aussi disent un peu n'importe quoi à l'intérieur. Et ça, c'est aussi de l'enquêteur. On a fini. Voilà, c'est un petit peu notre dernier webinaire. On est content d'avoir pu partager avec vous. On a créé un modèle qui est peut-être original, singulier, je ne sais pas, mais on a essayé d'être respectueux des droits fondamentaux, de par notre caractère d'indépendance, d'impartialité, en situation grise, en situation de gestion de crise, et donc c'est un point important là-dessus. Donc là, j'ai vu que j'avais une question, j'en suis ravi. On a une enquête peut-être conduite sans avoir ou d'échange avec le lanceur d'alerte. S'il est anonyme, n'existe pas un risque de l'exposer au cours de l'enquête. Alors ça, première question, bien sûr. Alors on n'a pas d'arrêt encore en France, mais on a des arrêts aux États-Unis où un directeur général a été imprudent et on a pu découvrir qui était le lanceur d'alerte. Nous, ça nous arrive, et on a une enquête interne actuellement, où des gens, dans les cas de témoignage, demandent l'anonymat. Et quand on dit l'anonymat, eh ben, il faut que dans notre enquête, on ne découvre pas qui a dit quoi à ce moment-là. C'est assez rare, hein, l'anonymat sur ces points-là. Et donc, et c'est dans la responsabilité de l'enquêteur interne, hein, d'être attentif à ne pas l'exposer à l'intérieur et d'être assez rigoureux là-dessus. Et puis, c'est toujours intéressant, peut-être, à un moment d'anonymat, il y a mille moyens d'arriver à une solution, mais à partir du moment où on a quelque chose de cohérent, assez factuel, on peut trouver d'autres moyens pour protéger les gens et il n'y a pas de problème. Tu veux dire? Bah, pour l'anonymat, oui, c'est une vraie complication. Donc on la découvrira demain parce qu'on a deux personnes dans un dossier qui nous disent vouloir rester anonymes. Le problème, c'est que ces deux personnes clés qui sont les soutiens à la personne accusatrice. Donc comment expliquer dans ce dossier, on va trouver un moyen, qu'on n'a pas pu les entendre, mais qu'on a récupéré les éléments, sachant que les éléments, on les avait récupérés via la personne qui mettait en cause, alors qui n'est pas forcément victime, mais qui mettait en cause, une lanceuse d'alerte, qui mettait en cause sa direction. La deuxième question, c'est est-il conseillé de faire signer un engagement de confidentialité auprès de chaque personne auditionnée? Alors, il y avait d'abord, il faut faire attention de pas, quand on mène une enquête interne où on invite les gens à parler, à pas donner tous les attributs de l'enquête de police. Alors c'est dans l'invitation qu'on va donner et quand ils arrivent. Par contre, on demande toujours l'autorisation de pouvoir enregistrer. À 99%, les gens l'acceptent. Et à l'intérieur, on rappelle les droits fondamentaux des personnes et on rappelle qu'elles ont un devoir de discrétion et de confidentialité. En revanche, je peux vous dire que c'est quasiment un sport national que cette confidentialité et cette discrétion n'existent pas. C'est pour ça que le plan d'enquête est très important et d'essayer d'avoir une cohérence de l'enquête sur quelques jours, dans la prise en compte des témoignages. Voilà. Donc Jean-François disait justement que on entend toujours, on a une vision du contexte, et après on entend toujours la victime présumée, et pas loin, mais ça dépend des plans d'enquête, on va entendre le ou les mises en cause. Ce qui n'est pas forcément le cas au pénal. Au pénal, à 99% du temps, on entend la personne mise en cause à la fin. Voilà. Surtout si l'enquête dure, alors la confidentialité, elle existe très rarement, la discrétion de moins en moins. De toute façon, vous allez vous retrouver avec des clans, les clans des signalants, le clan des mises en cause et les témoins qui vont adhérer ou non. Les témoins très objectifs, ça va être compliqué. Donc ils vont discuter entre eux. Donc plus ça va durer, moins vous allez avoir de confidentialité dans les échanges. Pour répondre à la deuxième question, est-il conseillé de demander à la personne auditionnée son accord pour la divulgation du compte-rendu en contentieux dès la phase de l'audition, attendre le dit contentieux? Nous, on précise toujours que, et c'est très souvent, qu'on est plutôt dans une enquête de direction. Donc quand on est de direction, je suis avocat, on a été missionné par la direction, on va leur rendre un rapport d'enquête interne avec les retranscriptions qui pourront être consultées et communiquées aux parties prenantes à un moment donné. Donc on préfère le préciser.
On peut ne pas le préciser, mais c'est quand même mieux et que les personnes puissent le faire. Mais après, c'est une question aussi d'enquêteur, de fait, et qui fait qu'on va mettre en confiance. Et il peut arriver aussi, et ça m'est arrivé, où les sujets étaient extrêmement sensibles. Bon, bah là, on leur dit aussi que s'ils veulent faire du off, elles peuvent faire du off. Et ce qu'elles souhaitent de façon à ne pas les mettre en danger de façon disproportionnée. Donc, mais c'est important de leur dire qu'on peut le faire. Après, il ne faut pas rentrer dans un solennalisme, j'allais dire, si je peux dire, c'est un terme aussi horrible, de façon à libérer cette parole. Voilà. On a deux autres questions derrière. Oui, on donnera les références. Et puis les webinaires, on vous enverra un replay avec dessus. Voilà. Alors, hop, j'arrive pas à voir la photo de. Alors, les deux webinaires. Bah voilà, donc on a fini les questions. Donc, merci beaucoup de tout ce temps. On est bien sûr ISO 37008, on a fait cet effort de qualité pour le faire. D'ailleurs, c'était pas si difficile parce qu'on avait quand même, on remplissait les objectifs. On s'était beaucoup basé sur les recommandations de la défenseur des droits que je vous invite à lire du 5 février 2025. Donc ça, c'est nos trois webinaires et qui seront bien sûr consultables. On vous enverra un mail avec les replays avec grand plaisir. Et on est bien sûr à votre disposition pour toutes les questions. Je voulais remercier Jean-François et Pierre Sens qui n'est pas là et Donte, avec qui on a une aventure entrepreneuriale et on est vraiment très content de leur faire. Et puis j'espère vraiment que cette série de webinaires vous a plu. On a essayé de donner le maximum d'informations et que ce soit puisse être utile pour vous. Voilà. Merci à vous. N'hésitez pas à poser des questions si besoin, même par la suite. Ouais, pas de problème. À bientôt. Au revoir. Au revoir.